Au nom de cette égalité, les formes d'attributs n'introduisent aucune distinction numérique entre substances. Au contraire, leur propre distinction formelle est égale à toute la différence ontologique de la substance unique. Et si nous considérons la multitude des modes dans chaque attribut, ces modes enveloppent l'attribut, mais sans que cet enveloppement signifie que l'attribut prenne une autre forme que celle sous laquelle il constitue l'essence de la substance. Les modes enveloppent et expriment l'attribut sous cette forme même où il enveloppe et exprime l'essence divine. C'est pourquoi le spinozisme s'accompagne d'une extraordinaire théorie des distinctions qui, même lorsqu'elles empruntent la terminologie cartésienne, parlent un tout autre langage. Ainsi, la distinction réelle y est en vérité une distinction formelle non numérique. La distinction modale y est une distinction numérique intensive ou extensive. La distinction de raison est une distinction formelle objective. Dans sa propre théorie, Leibniz multiplie les types de distinctions, mais pour assurer toutes les ressources de la symbolisation, de l'harmonie et de l'analogie. Chez Spinoza, au contraire, le seul langage est celui de l'univocité. D'abord, univocité des attributs, en tant que les attributs sous la même forme sont ce qui constitue l'essence de la substance et ce qui contient les modes de leur essence. Ensuite, univocité de la cause, en tant que Dieu est cause de toute chose, au même sens que cause de soi. Ensuite, univocité de l'idée, en tant que la notion commune est la même dans la partie et dans le tout. Univocité de l'être, univocité du produire, univocité du connaître. Forme commune, cause commune, notion commune. Telles sont les trois figures de l'univoque qui se réunissent absolument dans l'idée du troisième genre. Loin que l'expression chez Spinoza se réconcilie avec la création et l'émanation, elle les expulse au contraire, elle les rejette du côté des signes inadéquats ou du langage équivoque. Spinoza accepte le danger proprement philosophique impliqué dans la notion d'expression, l'immanence, le panthéisme. Bien sûr, il parie pour ce danger-là. Chez Spinoza, toute la théorie de l'expression est au service de l'univocité et tout son sens est d'arracher l'être univoque à son état d'indifférence ou de neutralité pour en faire objet d'une affirmation pure, effectivement réalisée dans le panthéisme ou l'immanence expressive. Voilà, nous semble-t-il, la véritable opposition de Spinoza et de Leibniz. La théorie des expressions univoques de l'un s'oppose à la théorie des expressions équivoques de l'autre. Toutes les autres oppositions, la nécessité, la finalité, le nécessaire et le possible en découlent et sont abstraites par rapport à celle-ci, car il y a bien une origine concrète des différences philosophiques, une certaine manière d'évaluer un phénomène, ici celui de l'expression. Mais quelle que soit l'importance de l'opposition, nous devons revenir à ce qu'il y a de commun entre Leibniz et Spinoza dans cet usage de la notion d'expression qui manifeste toute la force de leur réaction anti-cartésienne. Cette notion d'expression est essentiellement triadique. On doit distinguer ce qui s'exprime, l'expression même, et l'exprimé. Or, le paradoxe est qu'à la fois l'exprimé n'existe pas hors de l'expression et pourtant ne lui ressemble pas, mais est essentiellement rapporté à ce qui s'exprime comme distinct de l'expression même, si bien que l'expression est le support d'un double mouvement. Ou bien on enveloppe, on implique, on enroule l'exprimé dans l'expression pour ne retenir que le couple exprimant-expression. Ou bien on développe, on exprime, on déroule l'expression de façon à restituer l'exprimé, exprimant-exprimé. Ainsi, chez Leibniz, il y a bien d'abord une expression divine. Dieu s'exprime dans des formes absolues ou des notions absolument simples comme dans un divin alphabet. Ces formes expriment des qualités illimitées qui se rapportent à Dieu comme son essence. Puis Dieu se réexprime au niveau de la création possible. Il s'exprime alors dans des notions individuelles ou relativement simples, monades, qui correspondent à chacune des vues de Dieu. Et ces expressions, à leur tour, expriment le monde entier, c'est-à-dire la totalité du monde choisi, qui se rapporte à Dieu comme la manifestation de sa gloire et de sa volonté. On voit bien chez Leibniz que le monde n'existe pas hors des monades qu'il exprime, et que pourtant Dieu fait exister le monde plutôt que les monades. Thème constant dans les lettres à Arnaud, Dieu n'a pas créé Adam pécheur, mais le monde où Adam a péché. Ces deux propositions ne sont nullement contradictoires, mais témoignent du double mouvement par lequel le monde exprimé s'enveloppe dans les monades et qu'il exprime, et par lequel inversement les monades se développent et restituent cette continuité d'un fond pourvu de singularité autour desquelles elles sont constituées. Sous toutes les réserves précédentes, on en dirait autant de Spinoza. Dans la triade de la substance, Dieu s'exprime dans les attributs expriment les qualités illimitées qui constituent son essence. Dans la triade du mode, Dieu se réexprime, où les attributs s'expriment à leur tour. Il s'exprime dans des modes, et les modes expriment les modifications comme modification de la substance constitutive d'un même monde, à travers tous les attributs.
C'est en fonction de ce caractère toujours triadique que le concept d'expression ne se laisse rapporter ni à la causalité dans l'être, ni à la représentation dans l'idée, mais les déborde toutes deux et en fait deux de ces cas particuliers. Car à la dyade de la cause et de l'effet, ou à celle de l'idée et de son objet, se joint toujours un troisième terme qui les transforme. Il est certain que l'effet exprime sa cause, mais plus profondément la cause et l'effet forment une série qui doit exprimer quelque chose et quelque chose d'identique ou de semblable à ce qu'exprime une autre série. Ainsi, la causalité réelle se trouve localisée dans des séries expressives, dans des séries expressives qui bénéficient entre elles de correspondances non causales. De même, l'idée représente un objet et d'une certaine manière l'exprime, mais plus profondément, l'idée et son objet expriment quelque chose qui leur est commun, et pourtant propre à chacun, la puissance ou l'absolu sous deux puissances qui sont celles de penser ou de connaître, d'être ou d'agir. Ainsi, la représentation se trouve localisée dans un certain rapport extrinsèque de l'idée et de l'objet, chacun bénéficiant pour son compte d'une expressivité par-delà la représentation. Bref, partout l'exprimé intervient comme un tiers qui transforme les dualismes, par-delà la causalité réelle, par-delà la représentation idéale. On découvre l'exprimé comme le tiers qui rend les distinctions infiniment plus réelles, l'identité infiniment mieux pensée. L'exprimé, c'est le sens, plus profond que le rapport de causalité, plus profond que le rapport de représentation. Il y a un mécanisme des corps suivant la réalité, il y a un automatisme des pensées suivant l'idéalité. Mais nous apprenons que la mécanique corporelle et l'automate spirituel sont le plus expressifs lorsqu'ils reçoivent leur sens et leur correspondance comme cette raison nécessaire qui manquait partout dans le cartésianisme. Nous ne pouvons dire ce qui est le plus important, les différences de Leibniz et de Spinoza dans leur évaluation de l'expression ou leur commun appel à ce concept pour fonder une philosophie post-cartésienne. Appendice, étude formelle du plan de l'éthique et du rôle des scoli dans la réalisation de ce plan, les deux éthiques. Il faudrait une longue étude des procédés formels de l'éthique et du rôle de chaque élément. Nous voudrions seulement considérer la fonction particulière et complexe des scolis. Le premier grand scoli de l'éthique est celui du 1.8 scoli 2. Il se propose de donner une autre démonstration de la proposition 5, d'après laquelle il ne peut y avoir plusieurs substances de même attribut. Comme nous l'avons vu dans notre premier chapitre, il procède ainsi. 1. La distinction numérique implique une causalité externe. 2. Or, il est impossible d'appliquer une cause extérieure à une substance parce que toute substance est en soi et est conçue par soi. 3. Deux ou plusieurs substances ne peuvent donc pas se distinguer numériquement sous un même attribut. La proposition 5 procédait autrement et plus brièvement. Deux substances de même attribut devraient se distinguer par les modes, ce qui est absurde. Mais après 5, la proposition 6 démontrait que la causalité externe ne peut donc pas convenir à la substance, et 7, qu'une substance est donc cause de soi, et 8 concluait qu'une substance est donc nécessairement infinie. Le groupe des propositions 5-8 et le scoli 8 procèdent à l'inverse l'un de l'autre. Les propositions partent de la nature de la substance et concluent à son infinité, c'est-à-dire à l'impossibilité de lui appliquer des distinctions numériques. Le scoli part de la nature de la distinction numérique et conclut à l'impossibilité de l'appliquer à la substance. Or, on peut croire que le scoli, pour prouver que la substance répugne à la causalité externe, aurait avantage à invoquer les propositions 6 et 7. En fait, c'est impossible, car 6 et 7 supposent 5. Le scoli ne serait donc pas une autre démonstration. Il invoque pourtant et longuement la proposition 7, mais en un sens tout nouveau. Il en retient un contenu purement axiomatique et la détache entièrement de son contexte démonstratif. Si les hommes portaient leur attention sur la substance, ils ne douteraient nullement de la vérité de la proposition 7. Bien plus, cette proposition serait pour tous un axiome et serait comptée parmi les notions communes. Nous pouvons dégager 3 caractères d'un tel scoli. 1. Il propose une seconde démonstration, et cette démonstration est positive et intrinsèque par rapport à la première qui opérait négativement et extrinsèquement. 2. Le scoli est ostensif, puisqu'indépendant des démonstrations précédentes, il doit se substituer à elles, et il retient seulement certaines propositions de manière axiomatique, en les détachant de leur enchaînement démonstratif. 3. D'où vient alors l'évidence qui permet de traiter les propositions reprises comme des axiomes indépendamment de leur premier contexte et de leur démonstration? Cette évidence nouvelle leur vient d'arguments polémiques, où Spinoza attaque souvent avec violence ceux qui ont l'esprit trop confus pour comprendre, ou même qui ont intérêt à entretenir la confusion. Bref, les scolis sont en général positifs, ostensifs et agressifs.
En vertu de leur indépendance à l'égard des propositions qu'ils doublent, on dirait que l'éthique a été simultanément écrite 2 fois sur 2 tons sur un double registre. En effet, il y a une manière discontinue dont les scolies sautent des uns aux autres, se font écho, se retrouvent dans la préférence d'un tel livre de l'éthique ou dans la conclusion de tel autre, formant une ligne brisée qui traverse toute l'œuvre en profondeur, mais qui n'affleure qu'en tel ou tel point. Dès lors, les grands tournants de l'éthique sont forcément présentés dans les scolies, car la continuité des propositions et démonstrations ne peut recevoir des points remarquables, des impulsions diverses, des changements de direction, que par l'émergence de quelque chose qui s'exprime dans les scolies, pierre, scolie, remous, scolie, provoquant cette brisure en émergeant. Il y a donc comme 2 éthiques coexistantes, l'une constituée par la ligne ou le flot continu des propositions, démonstration et corollaire, l'autre discontinue, constituée par la ligne brisée ou la chaîne volcanique des scolies. L'une avec une rigueur implacable représente une sorte de terrorisme de la tête et progresse d'une proposition à l'autre sans se soucier des conséquences pratiques, élabore ses règles sans se soucier d'identifier les cas. L'autre recueille les indignations et les joies du cœur, manifeste la joie pratique et la lutte pratique contre la tristesse et s'exprime en disant « c'est le cas ». En ce sens, l'éthique est un livre double. Il peut être intéressant de lire la seconde éthique sous la première en sautant d'un scolie à l'autre. Revenons aux 3 caractères du scolie, positif, ostensif, agressif. Il est évident que ces caractères empiètent les uns sur les autres à l'intérieur d'un même scolie. Nous pouvons toutefois les considérer séparément. Que le scolie procède positivement, cela peut vouloir dire, nous l'avons vu, qu'il s'appuie sur des caractères intrinsèques, alors que la démonstration correspondante reposait seulement des propriétés extrinsèques. Mais pour en finir avec le premier caractère, nous devons dire que la positivité des scolies se manifeste encore d'une autre façon particulièrement complexe. Il se peut que le scolie opère dans l'élément d'une définition réelle, tandis que la proposition et la démonstration tirent les conséquences de définitions nominales. Le caractère positif des scolies a donc 3 aspects. Intrinsèque, a priori ou réel. Considérons le second caractère ostensif. Lui aussi a plusieurs aspects dont nous avons vu le principal. Cet aspect principal est axiomatique. Il consiste pour le scolie à invoquer le thème d'une proposition précédente en l'extrayant de la chaîne continue des propositions et démonstrations et en lui donnant une force nouvelle directement polémique. D'autre part, la fonction casuistique du pseudo-exemple apparaît dans tous les scolies qui s'expriment par rapport à la démonstration précédente sous la forme d'un « c'est précisément le cas ». Là encore, il ne s'agit pas d'un simple exemple, mais d'une stricte assignation des conditions sous lesquelles l'objet de la démonstration correspondante se trouve effectivement réalisé. Le scolie détermine le cas subsumé par la règle contenue dans la démonstration correspondante, non pas comme un cas parmi d'autres, mais comme le cas qui remplit cette règle et satisfait à toutes les conditions. Il arrive que les conditions soient restrictives et qu'un scolie, parfois très loin de la proposition correspondante, rappelle que cette proposition et la démonstration devaient s'entendre à un sens restreint. Le second caractère du scolie ostensif a donc à son tour 3 aspects principaux, axiomatique, paradigmatique et casuistique. Or, ils mettent déjà constamment en jeu le dernier caractère des scolies. Polémique ou agressif. Ce caractère ultime a lui aussi des aspects divers. Tantôt il s'agit d'analyser la confusion spéculative ou la stupidité intellectuelle de ceux qui défigurent Dieu, qui le traitent comme un roi qui lui prête entendement et volonté, finalité, projet, figure et fonction. Tantôt il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles se produisent l'erreur sensible et les passions qui en découlent. Tantôt il s'agit de dénoncer le mal pratique, c'est-à-dire les passions tristes et la contagion de ces passions. L'intérêt de ceux qui en profitent, cette dénonciation se faisant surtout dans le livre 4, mais en rapport avec le projet le plus général de l'éthique, tel qu'il est rappelé dans les préfaces ou conclusions de certaines parties. La polémique a donc pour son compte 3 aspects spéculatifs, sensibles et pratiques. Comment s'étonner que tous ces aspects et tous les caractères dont ils dépendent se confirment et empiètent les uns sur les autres? Les grands scolies les réunissent tous. Le scolie a toujours une intention positive, mais il ne peut la remplir qu'à l'aide d'un procédé ostensif. Et il ne peut fonder celui-ci qu'en impliquant une polémique. Le procédé ostensif, à son tour, se trouve malgré partagé entre l'argumentation polémique qui lui donne sa pleine valeur et le principe positif qu'il sert. On se demandera comment concilier la démarche positive du scolie avec son argument polémique, critique et négateur.
c'est que, inversement, la puissance polémique si vive de Spinoza se développe en silence, loin des discussions au service d'une affirmation supérieure et d'une ostensivité supérieure. Selon Spinoza, la négation ne sert que pour nier le négatif, pour nier ce qui nie et ce qui obscurcit. La polémique, la négation, la dénonciation ne sont là que pour nier ce qui nie, ce qui trompe et ce qui cache, ce qui profite de l'erreur, ce qui vit de la tristesse, ce qui pense dans le négatif. C'est pourquoi les scolies les plus polémiques réunissent dans un style et sur un ton particulier les deux goûts suprêmes de l'affirmation spéculative, celle de la substance et de la joie pratique, celle des modes. Le double langage pour une double lecture de l'éthique. À la fois la polémique est le plus important dans les plus grandes scolies, mais sa puissance se développe d'autant plus qu'elle est au service de l'affirmation spéculative et de la joie pratique, et les faits se rejoignent dans l'élément de l'univocité.